Bonjour à tous et bienvenue pour la première édition de l'année 2021 et la 14e depuis la création d'Hibdo. Au sommaire, nous parlerons du vaccin bien entendu, de la cérémonie de la remise de la Légion d'honneur, de la cagnotte litchi du boxeur gilet jaune Christophe Détinger, de la nouvelle affaire Balkany, de Miss France, de la teuf à Lyon en Bretagne, de la répression policière pendant le réveillon du jour de l'an, du nouveau couvre-feu concernant 8 nouvelles régions, du barreau d'honneur de Donald Trump et enfin du verdict de Julian Assange. Comme vous pouvez le constater, le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Alors on passe tout de suite au premier sujet. Alors que 70% des Français refusent la vaccination, le gouvernement et son chef en première ligne s'insurgent de l'irresponsabilité des Français. Encore une fois, l'exécutif choisit la stratégie de la culpabilité pour obliger le peuple à recevoir sa piqûre. Comme un sale gosse, Macron tape du pied, trépigne face à la réticence ambiante au lieu de faire de la pédagogie. Il faut dire qu'après la gestion catastrophique de la crise sanitaire s'ajoute celle d'une distribution des vaccins déplorable, car nous sommes le seul pays incapable d'acheminer les doses dans la région concernée. Comment voulez-vous que les Français ne soient pas méfiants, ce qui veut dire dans le langage politique ou journalistique, complotiste. Pourtant, les Français ont raison d'être prudents quand on voit la propagande médiatique qui ne se fait que par de la violence verbale envers les réticents. Les journaleux, assistés d'intervenants qui n'y connaissent rien, veulent imposer le vaccin à tout prix, et si quelqu'un refuse, il devra vivre en reclus, ne plus aller au restaurant, au cinéma, se rendre dans les administrations, ne pas quitter le pays, voire même son quartier. Ils reprennent en boucle la proposition écrite par le Premier ministre qui doit bientôt être présentée dans l'hémicycle. Pour le moment, cette proposition a disparu des radars, car il y a peu de chances qu'elle soit validée par le Conseil constitutionnel. Messieurs les censeurs, nous sommes dans un pays libre, enfin c'est ce qu'on veut nous faire croire, et personne n'interdit ceux qui veulent se faire vacciner de le faire, pas plus qu'il ne faut montrer du doigt ceux qui ne veulent pas l'injection. Si le vaccin est efficace, pourquoi les personnes vaccinées auraient peur des autres ? Ils devraient être protégés. Mais pas si sûr, puisque l'OMS déclare que malgré le vaccin, l'épidémie pourrait ne pas s'arrêter. Alors, ces mêmes intervenants et politiques évoquent un passeport vert, qui serait obligatoire et ainsi pister les mauvais élèves, à l'image d'une certaine étoile jaune cousue aux côtés des vêtements des juifs. Ainsi, les non-vaccinés seraient traités en pestiférés. La CNIL a validé le fichage pour permettre d'identifier les personnes refusant de recevoir l'injection, faisant écho à la proposition que veut faire le Premier ministre. Le gouvernement Macron mène une guerre impitoyable à ceux qui résistent à ses caprices. Mais il faut savoir qu'il lui est impossible de nous imposer le vaccin, puisque le code de Nuremberg nous protège. Ce code repose sur le procès fait aux médecins allemands qui avaient imposé leurs expériences sur des cobayes non consentants, notamment des prisonniers des camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce code insiste en détail sur le consentement et l'information du sujet dans l'article 1. Le code de Nuremberg a régulièrement été pris pour un texte déontologique ou éthique. Mais avant tout, il s'agit d'un texte juridique puisque le procès des médecins était un procès pénal international. Et pourquoi vouloir absolument imposer ce vaccin ? Pourquoi ne pas laisser le choix aux médecins qui connaissent leurs patients et leur métier ? Il y a d'autres alternatives à ce virus, et les médecins sont capables de donner le traitement le plus approprié et le moins dangereux à ces patients. Le protocole Raoult associant l'hydroxychloroquine et l'azithromycine a fait ses preuves, quoi qu'en disent ceux qui sont à la solde des laboratoires pharmaceutiques. En parlant de la chloroquine, posons-nous les bonnes questions. Pourquoi Agnès Buzyn a interdit la vente libre d'hydroxychloroquine au début du mois de janvier 2020 ? Pourquoi le laboratoire Sanofi n'a pas protesté ? Le journal Libération a enquêté et découvert que c'est justement Sanofi qui a demandé à la ministre de la Santé de faire cela. Vous allez me dire que cette information est aberrante, que le laboratoire perd ainsi une manne financière, et vous pourriez avoir raison si, 6 mois plus tard, l'Union européenne n'avait acheté à Sanofi 300 millions de doses de son vaccin contre le SARS-CoV-2. Le laboratoire français a ainsi choisi le profit plutôt que l'éthique. Attention, je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire un vaccin, mais il aurait dû laisser le choix du traitement aux Français. Comment ne pas se poser une autre question complotiste quand la deuxième plus grosse usine dans le monde produisant l'hydroxychloroquine a brûlé le 20 décembre 2020 à Taïwan ? Aujourd'hui, plus que d'habitude, je veux poser des questions. Pourquoi cette nomination express d'Agnès Buzyn à l'OMS avec un salaire de 15 000 € par mois, alors que des plaintes avaient été déposées contre elle en rapport avec sa gestion de la crise, afin qu'elle ne puisse plus quitter le pays pour répondre à la justice ? Joli bras d'honneur à ceux qui espéraient des réponses à la barre d'un tribunal, puisqu'avec ce poste, elle obtient le statut de diplomate et ainsi une immunité totale. Parlons maintenant de la campagne de vaccination française et de son retard à l'allumage, ainsi que du manque de confiance des Français.
Il faut dire que tout est fait pour faire reculer les plus pro-vaccins. Quand on voit les vidéos sur les réseaux sociaux de personnalités se faisant vacciner avec des seringues sans aiguille, ou vides, ou encore plus absurdes avec des seringues avec aiguilles repliables que l'on trouve dans les bons magasins de farce et attrape. That was easy. That was easy. That was easy. En Afrique du Sud et en Grande-Bretagne a été découvert une nouvelle souche mutante du virus, plus contagieuse, affirment certains spécialistes. Et dans ce cas, est-ce que les vaccins produits par les labos seront efficaces? Indépendamment du manque de recul sur les effets secondaires, bien entendu. Avec ce virus, le monde est dans le brouillard total, et personne ne saurait prédire la fin de cette crise planétaire. Malgré que je sois une défi. 100 000 policiers avaient été réquisitionnés pour surveiller les Français qui oseraient braver la règle des 6. 45 000 contrôles ont été effectués pendant la nuit de la Saint-Sylvestre et 6 650 verbalisations ont été dressées pour non-respect du couvre-feu et non-respect du nombre de personnes autorisées à table pour les réveillons. Pendant ce temps, 861 voitures ont été brûlées sur l'ensemble du territoire. Une gueule de bois pour les pauvres gens qui ont vu s'envoler en fumée leurs moyens de transport. Comment peut-on accepter de voir 100 000 policiers verbaliser des citoyens parce qu'ils sont un de trop à table, alors que chaque nuit de la Saint-Sylvestre, des centaines de voitures brûlent? C'est devenu une sorte de sport national, jamais réprimé par aucun ministre de l'Intérieur, et cette année ne fait pas exception. Seule la politique du chiffre prime sur le reste, mais peut-être est-ce une sorte d'étrenne forcée pour le gouvernement pour amortir le dépassement faramineux du budget fleur de l'Élysée, qui est passé de 134 000 € avec François Hollande en 2015, 144 000 € avec Nicolas Sarkozy en 2011, et aujourd'hui 600 000 € en 2020 avec Emmanuel Macron. Une sorte de bras d'honneur en pleine crise sanitaire et économique face aux commerçants qui voient leur commerce couler. Malgré que je sois une défi. En parlant de commerçants, les bars, les restaurants, les salles de sport, les salles de spectacle, les cinémas ou les remontées mécaniques dans les stations de sport d'hiver ont reçu des nouvelles du président, puisqu'ils ne pourront pas rouvrir le 20 janvier. Ouverture envisagée selon Jean Castex pour les stations de ski et les salles de spectacle début février si la situation sanitaire le permet. Mais pas avant mi-février pour les bars, les restaurants ou les salles de sport. Si bien sûr, les cas positifs sont en dessous du seuil de 5000 cas détectés par jour. Les restaurateurs sont furieux et ont déclaré pour certains qu'ils rouvriraient de toute façon le 1er février, quelle que soit la décision gouvernementale. D'ailleurs, une centaine de personnes se sont rassemblées à Chantemerle à l'appel de 2 associations de commerçants pour maintenir les commerces restaurants hôtels de la vallée de Serre-Chevalier ouverts entre 18h et 20h. Une action certes symbolique puisque les clients étaient eux confinés, mais un premier soubresaut de rébellion qui fera peut-être boule de neige dans les autres régions dans les jours à venir. Pour continuer sur le couvre-feu, 8 départements passent à partir de dimanche de 20h à 18h, dont le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et les Alpes de Haute-Provence. Qu'est-ce que 2 heures de plus de couvre-feu vont changer à la situation sanitaire ? Personne n'est capable de répondre à cette question. Par contre, il ne fait aucun doute que c'est une façon dissimulée d'impacter les commerces, puisque les Français sortent en général de leur travail vers 17h et n'ont que le temps de rentrer chez eux, sans avoir le temps de passer par les magasins pour faire leurs emplettes. Plus besoin de faire fermer les magasins non essentiels, mais le résultat sur le chiffre d'affaires s'en ressentira de la même façon. Pour clore le tout, Jean Castex a annoncé un projet de loi prévoyant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'en juin 2021 et prévoit des mesures transitoires jusqu'à décembre 2021. L'expression « métro, boulot, dodo » n'a jamais été aussi juste. Malgré que je sois une défi. Luron, petite ville de Bretagne inconnue du grand public, a fait parler d'elle ce 1er janvier, puisqu'une rave party a été organisée rassemblant environ 3000 personnes pendant 48 heures. Les forces de l'ordre ne sont pas intervenues. Elles sont restées à distance jusqu'au samedi matin, alors qu'à Marseille, une autre fête réunissant 300 personnes a été interrompue et dispersée après verbalisation pour non-respect du couvre-feu. Les teufeurs bretons aussi se sont vus amender, plus de 1200 PV ont été dressés et les supposés organisateurs
se sont retrouvés en garde à vue. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison, juste pour avoir bravé une interdiction gouvernementale. Une peine bien lourde, au vu des peines prononcées pour des assassinats, des viols ou des violences conjugales. Espérons que leurs avocats trouveront les arguments pour les faire acquitter. Les organisateurs ont tenu à s'exprimer sur leur démarche. Je cite : « Les fêtes sont un vecteur d'espoir et de cohésion sociale pour des centaines de milliers de jeunes. Elles sont ce qu'elles sont, mais elles sont le reflet de toute une partie de notre société que nos gouvernants ne pourront éternellement ignorer. Nous sommes fiers d'avoir redonné le sourire à quelques milliers de personnes, ne serait-ce que l'instant d'un rêve ayons. » À l'heure où les teufeurs risquent une lourde peine de prison, un autre rassemblement, beaucoup plus soft celui-là, a été organisé dans un grand centre commercial de Moselle. 1 millier de personnes se sont massées sans aucun geste barrière pour apercevoir la nouvelle Miss France, masquée. Quelle ironie de voir la beauté française incarnée cachée derrière un morceau de tissu. Pour cette manifestation, il n'y a aucune verbalisation, aucune dispersion. Pourtant, la Moselle fait partie des régions les plus touchées par l'épidémie de coronavirus. Amandine Petit, la nouvelle Miss France, a tenté maladroitement sur les plateaux télé de justifier la position du comité Miss France. Mais les faits sont là. Pourquoi celle qui doit représenter la beauté française dans le monde aurait un droit d'exception, alors qu'elle devrait plutôt donner le bon exemple ?